propose qu'on commence parce qu'on a une petite heure tous ensemble. Bon, alors bonjour à tous. Je m'appelle Gian Sadadou, je travaille à l'Office for Climate Education et j'aimerais vous accueillir en vous remerciant tout d'abord d'être là avec nous aujourd'hui pour le deuxième volet de cette série de 4 webinaires sur le changement climatique à destination des enseignants de lycée. Présents aujourd'hui avec moi sont Madame Isabelle Chouine, membre de l'Académie des sciences et directrice de recherche au CNRS, exerçant au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier, ainsi que Simon Klein, docteur en écologie, professeur agrégé d'SVT et médiateur scientifique à l'OCE. C'est lui qui va modérer la deuxième partie de ce webinaire. En effet, ce webinaire, pour rappel, est construit comme un espace d'échange. Nous aurons une première demi-heure à peu près de présentation par Madame Chouine, puis à peu près une demi-heure de temps pour vraiment échanger entre nous. On vous invite à poser vos questions directement sur le chat prévu à cet effet. Et donc, c'est la petite box Q et R et non pas la petite box conversée. Vous pouvez poser vos questions à tout moment lors de la présentation et un membre de notre équipe les recueillera au fur et à mesure pour les traiter lors de la deuxième partie. Voilà, c'est donc très simple. Je vous remercie encore et je vous souhaite un bon webinaire et je vous laisse donc avec Madame Chouine. Bonsoir à tous. Alors, j'essaie de partager mon écran, mais j'ai un message qui me dit que je ne peux pas. Ah si, voilà, ça marche. Partager. Et donc, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Bien, bonsoir à tous. Merci Yann pour cette présentation. Je compléterai juste en mentionnant que je travaille sur l'impact du changement climatique sur les arbres forestiers. Alors, on m'avait demandé de parler des relations entre climat, biodiversité et écosystème à des lycéens. Et je ne savais pas trop comment préparer la session d'aujourd'hui pour vous, les enseignants. Donc, j'ai pris le parti de vous présenter comment je pourrais aborder le sujet avec vos élèves. C'est un sujet assez difficile à couvrir en 30 minutes et bon, c'est la première fois que je traite ce sujet pour un public de lycéens, donc j'aimerais beaucoup avoir vos retours, si c'est possible à la fin, pour savoir ce que je pourrais améliorer, si certaines choses paraissaient inutiles ou incompréhensibles, ou si vous paraît manquer certains aspects. J'ai structuré cette leçon en 4 parties. La première expose ce que nous savons des liens qui existent entre le climat et le monde vivant. La deuxième partie présentera brièvement les principaux impacts du changement climatique sur les êtres vivants. La troisième partie présentera comment nous pouvons prévoir les impacts futurs. Et enfin, nous verrons aussi brièvement les moyens d'adaptation possibles du vivant face au changement climatique. Alors, allons-y pour cette première partie sur les relations entre climat et monde vivant. Alors pour cette première partie, il m'a semblé intéressant d'évoquer les tout premiers travaux scientifiques sur la question, puisque ces relations entre climat et monde vivant ont commencé à être étudiées scientifiquement par les naturalistes du XVIIIe siècle, et notamment Alexander von Humboldt et Aimé Bonpland, qui sont des naturalistes et géographes russes pour le premier et français pour le second. Ils ont notamment parcouru les Amériques et cartographié les étages de végétation le long des versants de volcans andins, et en particulier le Chimborazo en Équateur. C'est la jolie gravure que vous voyez sur la droite. Il faut rappeler également que les premiers thermomètres datent de cette époque, même si son ancêtre, le thermoscope, remonte au XVIIe siècle. À la même époque, le botaniste franco-suisse Augustin Pyramus de Candolle publia en 1820 son essai élémentaire de géographie botanique, où il définissait déjà 5 groupes climatiques
établi sur la base de la végétation qu'on y trouve, ce qu'on appellerait maintenant les biomes. Et après sa mort, Vladimir Köppen, qui est un physiologiste des plantes allemand, grâce à ses premiers travaux de Candolle, proposa de cartographier pour la première fois les climats de la Terre, donc toujours sur la base de la végétation qui s'y trouve. Et donc il publia en 1900 la première carte des climats de la Terre, avec 5 grands types de climats. Donc le climat équatorial, ce que de Candolle appelait mégatherme, le climat aride, le climat tempéré chaud, tempéré froid et le climat polaire. Et cette classification est toujours utilisée. Elle n'a fait qu'être raffinée ensuite grâce aux observations météorologiques. Alors, si on avait fait le constat dès le XVIIIe siècle que les êtres vivants et notamment la végétation se distribuaient dans l'espace en fonction des conditions climatiques et notamment de température, il a fallu attendre ensuite l'essor de la physiologie animale et végétale et la biogéographie moderne pour commencer à comprendre ces relations entre climat et monde vivant. Et c'est en fait depuis peu qu'on comprend vraiment ces relations et d'ailleurs on ne comprend pas encore tout, je dois dire. Les travaux en physiologie ont montré que l'activité physiologique des espèces ne peut avoir lieu que dans une certaine gamme de température qui est assez restreinte, de quelques degrés à quelques dizaines de degrés. Et vous voyez ici sur cette figure quelques exemples de gammes de température supportées par des organismes. Donc de gauche à droite, vous avez les patelles, ensuite Notothenia qui est une espèce de poisson qui vit dans l'Antarctique, des Scampsia qui est une graminée qui vit également dans la zone antarctique, Tillandsia qu'on appelle les filles de l'air, Dicanthelium qui est une graminée qui vit en Amérique du Nord et Methanopyrus qui est un micro-organisme, un archée, donc proche des bactéries. Donc vous voyez que la variabilité de la gamme que peuvent endurer ces êtres vivants est très variable et très étroite pour Notothenia et très large pour Tillandsia et Methanopyrus. Pardon. Alors si on creuse un peu cette relation entre température et activité physiologique et métabolique, on s'aperçoit que chaque espèce a une courbe de tolérance en fait, à la température qui lui est propre, avec un optimum thermique, qui est appelé T-opt ici, qui permet donc des performances en termes de survie, de croissance, de succès de reproduction qui sont maximum, des températures dites Peyus, en bleu, au-delà desquelles il ne faut pas aller trop souvent, trop longtemps, car les fonctions vitales deviennent atteintes, et des températures critiques en rouge, TC, au-delà desquelles l'organisme ne peut survivre que quelques minutes ou quelques heures. Et donc ce sont en grande partie ces courbes de tolérance à la température, mais aussi à d'autres paramètres, des courbes de tolérance à d'autres paramètres tels que la disponibilité en eau ou le pH du milieu ou la teneur en oxygène, qui vont déterminer la période d'activité et la répartition géographique de chaque espèce. Alors, si on prend un exemple très emblématique pour illustrer cet état de fait, les coraux. Vous savez que la plupart des coraux vivent en symbiose avec des algues unicellulaires qui leur donnent leur belle couleur. Près de la moitié des coraux ont disparu. Ces dépérissements ont des causes multiples, l'acidification de l'eau, la pollution, la destruction pure et simple, mais aussi l'augmentation de la température de l'eau. Et en effet, ces algues unicellulaires ne peuvent vivre qu'entre 23 degrés et 29 degrés. Et donc, le corail, lui, ne peut survivre sans ces algues unicellulaires. Donc, le réchauffement de l'eau provoque la mort de ces algues et la mort des coraux. Et cet exemple des coraux est assez emblématique, car la mort de ces algues est responsable donc, de la disparition de tout un écosystème, puisque les coraux sont une sorte de hotspot de biodiversité. Ils abritent une très grande diversité d'espèces de poissons, de crustacés, d'invertébrés. Ils rendent aussi des services à l'homme, car ils protègent les côtes des submersions marines, ils permettent une pêche vivrière qui est importante pour de nombreuses populations, et sans parler du tourisme, l'économie du tourisme. Donc cet exemple illustre bien comment, par une simple modification de même quelques dixièmes de degré, l'équilibre de tout un écosystème peut être mis en cause. Alors les conditions de température sont très importantes pour le fonctionnement des organismes, mais pas seulement les températures. Comme vous le savez,
l'eau sous forme liquide est nécessaire à toute forme de vie sur Terre, car elle possède des propriétés physico-chimiques qui permettent de transférer efficacement des substances d'une cellule à une autre, mais aussi d'une cellule à son environnement et réciproquement. Donc, tous les êtres vivants ont acquis au fil de l'évolution des adaptations leur permettant de survivre dans des conditions où l'eau liquide fait défaut, mais dans une certaine mesure seulement. L'accessibilité à l'eau est donc le second paramètre qui détermine la répartition des espèces sur Terre. Et les espèces végétales sont parmi les plus sensibles au manque d'eau, car elles ne peuvent se déplacer pour trouver de l'eau. La plante, elle utilise cette eau pour extraire du sol les nutriments dont elle a besoin, pour les véhiculer dans tous ses organes. Et une fois arrivée dans les feuilles, cette eau est rejetée dans l'air, car les feuilles, en ouvrant les stomates pour prendre du CO2 pour la photosynthèse, elles perdent automatiquement de l'eau. Et en fait, cette transpiration des feuilles permet aussi de réguler la température des feuilles, sans quoi elles seraient vite grillées, exposées au soleil. Donc la végétation échange de l'eau avec l'atmosphère, mais elle échange aussi de l'énergie, des gaz, principalement du dioxyde d'oxygène, dioxyde de carbone et dioxygène. Et toute modification donc, de la végétation ou de son fonctionnement entraîne des modifications de ces flux d'eau, de gaz et d'énergie. Et cela affecte en retour un certain nombre de paramètres climatiques, la température de surface, l'hygrométrie de l'air, l'albédo, etc. Donc le climat, chose à retenir, c'est que le climat impacte la vie sur Terre, mais en retour, la vie sur Terre impacte également le climat. Mais j'en arrive à la deuxième partie de cette leçon. On va regarder maintenant rapidement comment le changement climatique affecte les organismes vivants, les espèces. Donc là aussi, j'ai voulu repartir d'une perspective historique, car les premières informations que l'on a eues sur l'impact des changements climatiques, en général sur la répartition des espèces sur Terre, nous viennent de la paléontologie, la paléobotanique, la paléoclimatologie. Nous savons par exemple qu'au dernier maximum glaciaire, donc environ moins 21, moins 18 000 ans, une partie de l'Europe du Nord était couverte par les glaces et la végétation s'était retirée vers le sud. Puis au cours du réchauffement de l'Holocène, qui fut à son maximum vers moins 6000 ans, la végétation est remontée vers le nord, comme vous le voyez ici sur ces cartes pour les chênes pédonculés et sessiles, qui ont survécu dans des refuges pendant le maximum glaciaire en Espagne, en Grèce et en Italie. Et actuellement, avec le changement climatique que l'on connaît, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe aussi que les espèces sont en train de bouger, qu'elles sont en train de remonter vers les sommets des montagnes, comme l'illustre cette étude qui a cartographié plus de 200 ans après Alexander von Humboldt la végétation du Chimborazo en Équateur et a trouvé qu'elle était remontée de 500 mètres en altitude, ce qui est assez énorme. Les espèces se déplacent aussi vers les pôles. Par exemple, chez nous, la chenille processionnaire qui remonte vers le nord à la vitesse moyenne de 5,5 km par an, ou 5 mètres par an en altitude. Et à l'heure d'aujourd'hui, la processionnaire est un peu partout en France. Enfin, il y a des foyers jusque dans les Hauts-de-France. Alors, ce qu'on ne voit pas sur les deux exemples que je vous ai montrés, c'est ce qui se passe aux marges chaudes, c'est-à-dire chez nous, les marges sud, au sud des répartitions des espèces. Dans ces marges chaudes, on observe en fait des extinctions locales et des dépérissements, comme le montre cette carte qui vous indique les zones de dépérissement massif des forêts dans le monde. On observe que le fonctionnement de la végétation notamment devient fortement comprimé dans de nombreuses régions du globe à cause des canicules et des sécheresses qui se répètent. Alors la végétation peut très bien récupérer d'une canicule et d'une sécheresse si celle-ci reste peu fréquente, parce qu'il faut quand même du temps pour récupérer de ce type d'événements climatiques extrêmes. Et quand ces conditions extrêmes deviennent trop fréquentes, eh bien, la végétation dépérit petit à petit, voire brutalement, car une fois que les arbres sont affaiblis, ils sont la proie de nombreux pathogènes et de ravageurs. Et par exemple, chez nous notamment, des scolites qui font de nombreux ravages
les scolytes qui creusent des galeries dans le bois. Donc actuellement, le changement climatique, il est la troisième cause de perte de biodiversité après la destruction des habitats, les prélèvements directs et la pollution, et on prévoit qu'il deviendra, la première cause d'ici, la fin du siècle. Alors ces changements, dans la répartition des espèces sont les résultats de plusieurs choses. Hem, Tout d'abord, les changements dans la physiologie des organismes. Nous avons vu que chaque organisme avait une physiologie et un métabolisme qui étaient adaptés à une certaine gamme de températures. Et de plus, si cette augmentation de température ne s'accompagne pas d'une augmentation de la pluviométrie, cela engendre un assèchement du sol, puisque l'eau est, une fois stockée dans le sol après une pluie, eh bien, elle est évaporée à la surface de ce sol et d'autre part aussi transpirée par les plantes. Et donc, plus le sol est chaud, plus l'évaporation est forte. Plus l'air est chaud, plus les plantes ont besoin de transpirer pour maintenir une température de leurs feuilles en dessous des seuils critiques de dénaturation des protéines. Et donc, plus le stock d'eau diminue jusqu'à ce que la plante ne puisse plus la puiser. Un autre effet du changement climatique, c'est la modification du déroulement du cycle annuel de développement des espèces végétales et animales, en particulier les insectes et les animaux dits à sang froid, poikilothermes. Euh, donc les dates d'apparition au cours d'une année des différents événements qui rythment le cycle annuel d'une espèce, tels que l'apparition des nouvelles feuilles, l'apparition des fleurs chez une plante, chez un arbre. Là, je vous ai représenté le hêtre. Eh bien, l'occurrence de ces événements est très étroitement dépendante des conditions météorologiques qui ont prévalu plusieurs mois avant l'apparition de ces événements. Et le réchauffement climatique a avancé la reprise d'activité des organismes vivants au printemps et elle a retardé la fin d'activité à l'automne. Alors pourquoi on observe cela? Eh bien, parce que plus il fait chaud, en fait, plus la croissance cellulaire est rapide. Donc, par exemple, pour des bourgeons, leur développement va être accéléré et donc les feuilles et les fleurs vont sortir plus vite des bourgeons. Par contre, à l'automne, les signaux pour la plante que l'hiver arrive, et notamment la baisse des températures nocturnes, eh bien, arrivent de plus en plus tard. Donc, les feuilles rentrent en sénescence plus tard. Mais il y a un nouveau phénomène aussi qui commence à faire parler de lui, pardon, c'est le fait que les bourgeons, pendant l'hiver, sont dormants. C'est-à-dire que leur activité physiologique et métabolique est réduite à presque zéro et pour sortir de cet état physiologique, ils ont besoin d'être exposés à un certain nombre de jours de froid. Donc vous voyez venir le problème. Le réchauffement de l'hiver commence à ralentir la levée de dormance certaines années et on prévoit en fait qu'à la fin du siècle, dans le sud de la France notamment, certaines espèces ne pourront plus sortir de cet état de dormance par manque de froid, ce qui veut dire qu'elles ne pourront plus produire de feuilles ou de fleurs. Alors ce démarrage d'activité plus tôt au printemps pour la végétation a pour conséquence une augmentation des risques de gel tardif, car la végétation démarre avant l'arrivée des derniers gels de printemps et on a encore eu malheureusement un très bel exemple là ces jours-ci, ce qui pose de gros problèmes notamment à nos viticulteurs et nos horticulteurs. Et puis l'allongement de la période d'activité a aussi pour conséquence une augmentation du stress hydrique, puisque la végétation épuise les réserves en eau du sol plus rapidement, puisqu'elle commence à puiser plus tôt. Et donc le gain de temps de croissance qui avait pu être gagné au printemps et un peu à l'automne peut être alors perdu. Et la survie même des plantes peut être compromise si le stress est trop important, car dans ce cas, il y a embolie des vaisseaux conducteurs, ce que la plante ne peut en général pas réparer. Et enfin, ces modifications dans le cycle des développements des organismes impactent également les interactions entre espèces, notamment au sein des chaînes alimentaires, car les relations proies-prédateurs ou hôtes parasites ou plantes pollinisateurs, plantes herbivores, eh bien, sont déterminées par le stade de développement de chacune des espèces en interaction. Par exemple, pour le stade chenille d'une espèce de papillon qui se nourrit exclusivement de jeunes feuilles, ce stade chenille doit être parfaitement synchrone avec le stade jeune feuille pour la survie de cette espèce de papillon.
Or, ce que l'on voit, c'est que les cycles de développement ne sont pas modifiés de la même façon, chez les différentes espèces et donc les cycles, en fait, se désynchronisent et les chaînes alimentaires se rompent. Et on estime, qu'en moyenne, sur 10 chaînes alimentaires, 6 espèces pourraient disparaître du fait de cette désynchronisation. Nous en arrivons à la troisième partie, qui est d'essayer de prédire le futur. Hem, alors il y a une chose qui nous intéresse particulièrement, c'est de savoir où, les différentes espèces vont pouvoir vivre quand les températures auront gagné 2 degrés, voire 4 degrés, voire 6 degrés Celsius. Alors comment on peut prédire cela? Eh bien, c'est peut-être une question que vous pourriez soumettre à vos élèves pour les entraîner à la démarche scientifique. Qu'est-ce qu'on a besoin de connaître pour prédire cela? Alors, le cadre conceptuel derrière cette question est schématisé ici. La répartition en fait, géographique d'une espèce, qu'on appelle aussi son aire de répartition réalisée, c'est la représentation géographique de ce qu'on appelle la niche réalisée. Alors, qu'est-ce que la niche réalisée, vous me direz? Eh bien, c'est l'intersection entre les 3 sphères que vous voyez là. La sphère verte qui représente les conditions physiques de l'environnement, les conditions abiotiques qui permettent la survie et la reproduction des individus indéfiniment. Et on l'appelle aussi la niche fondamentale, et elle correspond à ce qu'on appelle l'aire de répartition potentielle des espèces. La sphère jaune qui représente les conditions biotiques, c'est-à-dire les interactions avec les autres espèces qui peuvent déterminer la présence ou l'absence d'une espèce donnée. Et enfin, la sphère bleue qui représente la capacité de dispersion des espèces, donc les régions qu'elles peuvent coloniser. Voilà, donc pour prédire où chaque espèce pourra se trouver sur Terre à la fin du siècle, il faut être capable de prédire tout cela. Donc jusqu'à présent, la plupart des efforts en recherche ont été consacrés à la description de la sphère verte, donc la description de la niche fondamentale. Et on a fait ça en utilisant 2 types de modèles que je vais vous décrire très brièvement. Le premier type de modèle, on appelle les modèles corrélatifs. Eh bien, ils vont s'attacher à, expliquer, heu, la répartition d'espèces que l'on considère comme une couche d'information, géographique où vous avez des points de présence et d'absence de l'espèce, donc des données géoréférencées sur l'espèce, sur une région donnée. Ils vont chercher à expliquer, ces points de présence par d'autres variables. Donc on va renseigner d'autres couches, d'informations, qui vont être par exemple les températures, minimum ou précipitations annuelles ou même des données que l'on a sur le sol. Donc là également des données qui sont géoréférencées et à l'aide de différentes méthodes statistiques, des plus simples, aux plus compliquées, on va, essayer d'expliquer nos Y avec nos différents X. Le deuxième type de modèle, que l'on développe pour, prédire la répartition potentielle d'une espèce, donc celle qui est, heu liée aux conditions, climatiques et du sol. Ce sont, des modèles qu'on appelle des modèles mécanistes ou encore basés sur les processus biologiques. Ces modèles-là, ils vont décrire le fonctionnement des espèces et donc ils sont composés de plusieurs sous-modèles, chacun décrivant un processus, physiologique, par exemple la photosynthèse, la respiration, la croissance et cetera, en fonction des conditions du milieu. Donc, ils décrivent comment, chacun de ces processus biologiques affecte aussi les performances, des organismes en termes de survie et de succès de reproduction. Et les relations causales qui existent entre, ces processus biologiques, les conditions du milieu et les performances, des organismes, elles sont obtenues à partir d'expérimentations et d'observations à long terme. Et une fois qu'on a été capable de décrire toutes ces relations dans le modèle, eh bien, on n'a plus qu'à lui donner les, conditions climatiques et les conditions de sol de la zone sur laquelle on veut, connaître, enfin établir des projections et en sortie, eh bien, on obtient en chaque point de l'espace et pour chaque année, les performances, de chaque espèce et les valeurs des différents caractères physiologiques,
que l'on prédit en fonction des conditions de l'environnement. Alors très rapidement, pour vous donner une idée de ce que ces modèles sont capables de faire, je vous livre ici les, les prédictions d'un modèle dit corrélatif qui a travaillé sur le hêtre à partir des données de présence du hêtre dans l'inventaire forestier national. Ce sont les points noirs que vous voyez sur la carte. Là, vous avez la prédiction du modèle, donc ça s'exprime en probabilité de présence de l'espèce. Donc plus la couleur est chaude, plus la probabilité est élevée, plus la couleur est froide, plus la probabilité est faible. Et donc ça, c'est la situation en l'an 2000. Et voici la situation en l'an 2100, où on voit que, comme on en a parlé tout à l'heure, on voit le même mouvement de remontée en latitude et remontée en altitude potentiellement de cette espèce. Là, vous avez les prédictions d'un modèle dit mécaniste. Et là, vous avez directement la situation en 2100 en comparatif de la situation en 2000. Donc, c'est toujours pour le hêtre. Et cette fois, on est à l'échelle de l'Europe. Et les zones rouges vous indiquent là où l'espèce est vouée à s'éteindre. Et en bleu, par contre, les régions que cette espèce pourrait venir coloniser, car le climat va va devenir favorable. J'en arrive aux moyens d'adaptation possibles. La première à laquelle on pense, qu'on considère comme un moyen d'adaptation, c'est bien sûr la migration. Donc si je reprends l'exemple précédent, la question de savoir est-ce que le hêtre va être capable de coloniser tous ces territoires en bleu là, ou pas. Si on rajoute dans le modèle un modèle qui permet de savoir comment le hêtre va réellement pouvoir migrer en fonction de ses capacités de dispersion des graines. Et si on tient compte aussi de l'utilisation des terres par l'homme, puisque l'homme ne laisse pas la forêt pousser partout, eh bien, voilà ce qu'on obtient. Et si on se concentre sur le noir qui représente les zones qui seront effectivement colonisées par l'espèce en 2100, bien, vous voyez que ça ne représente pas grand-chose par rapport au reste des zones bleues. Si on regarde maintenant pour d'autres espèces, d'autres taxons, ce qu'il en est, si on compare leur vitesse maximale de migration qui est ici sur l'axe à gauche, en kilomètres par décennie, on la compare à la vélocité du climat. Donc, en fonction des différents scénarios climatiques à droite, eh bien, on se rend compte que bon, pour les plantes, aucune plante quasiment ne sera, ou très peu d'espèces de plantes seront capables de suivre leur climat optimum. Et puis, même chez les espèces animales, finalement, il y en a aussi beaucoup qui ne seront pas capables de suivre le climat. Donc, pour de nombreuses espèces, on voit que la migration assistée pourrait devenir nécessaire. Alors, il y a un second moyen d'adaptation qu'on étudie, qui est un peu plus difficile à comprendre, mais bon, finalement, c'est la plasticité adaptative. Ça, on l'appelle comme plasticité adaptative. C'est en fait la capacité à maintenir un bon niveau de performance dans des conditions changeantes. Si on reprend la courbe de tolérance à la température, je l'ai symbolisée ici par les pointillés, la courbe pointillée en gris. Cette plasticité adaptative, elle va venir aplatir un peu cette courbe, c'est-à-dire permettre des performances maximales pour une plus large gamme de températures. Donc cette plasticité adaptative, on sait qu'elle existe pour un certain nombre de caractères, chez un certain nombre d'espèces. Enfin, elle a été étudiée chez assez peu d'espèces parce que c'est assez difficile à étudier, mais elle existe. On sait qu'elle va aider les espèces à s'adapter au changement climatique, mais on sait aussi que ce ne sera pas suffisant. Cette plasticité, elle a des limites. Donc
L'ultime moyen d'adaptation, du vivant au changement climatique, et bien, ça va être l'évolution génétique par, le biais de la sélection naturelle. Donc, cette, évolution génétique, ce qu'elle va chercher à faire, c'est de modifier, par exemple, les températures, optimales, les températures critiques, de manière à les déplacer vers des températures, plus chaudes. On sait que cette, évolution a lieu en ce moment dans les populations, et elle a lieu, tout le temps à partir du moment où les conditions, changent, et on sait qu'elle peut être rapide si les temps de génération sont très courts, si la diversité génétique au sein des populations est élevée et si, les populations sont de grande taille. Or, de nombreuses espèces malheureusement ne remplissent pas ces conditions et les seuls leviers, possibles pour l'homme, pour aider, les espèces à s'adapter génétiquement aux nouvelles conditions, eh bien, c'est d'augmenter, les tailles de population et d'augmenter la diversité génétique notamment par flux de gènes, assistés. Alors je voulais terminer, je vois qu'il me reste plus beaucoup de temps, terminer en mentionnant, les autres leviers possibles, pour l'homme, à savoir les solutions fondées sur la nature. Alors ces solutions, consistent à restaurer des habitats et des écosystèmes dégradés et la biodiversité qu'ils hébergent de manière à ce qu'ils puissent rendre à nouveau les services qu'ils rendaient à l'homme et à l'ensemble des êtres vivants. Elles sont en quelque sorte, des stratégies gagnant-gagnant. Elles sont bien moins coûteuses en général que toute autre solution sur le long terme et elles engendrent des co-bénéfices importants pour l'homme. Alors si on prend j'ai pris ici, l'exemple de la mangrove. Hem, la mangrove donc qui pousse dans la zone de balancement des marées, notamment à l'embouchure des rivières. Cet écosystème, comme vous le savez, a été beaucoup dégradé, détruit et on se rend compte maintenant que la mangrove, eh bien, elle, d'une part atténue la force et la hauteur des vagues lors d'épisodes de tempête ou de tsunami. Elle résiste aussi beaucoup mieux, à ces tempêtes que des ouvrages en béton et elle se régénère toute seule, si elle a subi des dommages. Par un phénomène d'accrétion, elle relève le niveau du sol, ce qui est intéressant quand le niveau de la mer augmente. Elle stocke une quantité non négligeable de carbone, de façon, durable. Elle est pure de l'eau, elle abrite une biodiversité importante, notamment une faune de poissons très importante pour la pêche, vivrière et on estime que, tous ces services, on les a, chiffrés à environ 100 000 € par hectare et par an. Donc, restaurer les mangroves aide à répondre à tout un tas de problèmes environnementaux pour un coût très modique par rapport à, toute autre solution qu'on peut envisager avec des bénéfices, aussi bien pour l'homme que, la biodiversité. Alors des solutions pardon, je vais trop vite. Ces solutions, fondées sur la nature sont nombreuses. Elles ont fait l'objet d'un rapport de l'UICN. Je ne vais pas avoir le temps de vous les détailler ici et vous pourrez facilement vous faire vos propres recherches à ce sujet en allant notamment sur le site de, l'UICN. Je vous ai mis à la fin, de ce diaporama des liens et on pourra, peut-être y revenir, pendant les questions si vous le souhaitez. Hem, donc pour conclure, les messages, je pense à faire passer, c'est que bon, premièrement que le changement climatique affecte, profondément, la biosphère, c'est-à-dire la biodiversité, les écosystèmes. Il est actuellement la troisième cause de perte de biodiversité et risque de devenir à assez court terme la première. Les moyens d'adaptation, au changement climatique sont assez limités pour de nombreuses espèces. Et donc il est vraiment nécessaire d'agir fortement aussi sur les autres causes de perte de biodiversité, notamment de mettre en œuvre, des solutions basées sur la nature parce qu'elles permettent en fait de maintenir les processus écologiques et évolutifs
qui aideront les espèces à faire face et parce que, aussi ces mesures d'atténuation, pardon, les mesures d'atténuation du changement climatique et de protection de la nature peuvent être synergiques. Hem, voilà, donc j'ai terminé. Comme je vous le disais, vous verrez que sur les 2 dernières diapositives, je vous ai mis des liens vers, donc des sites internet, qui sont, peuvent être source d'informations pour vous sur la biodiversité et les écosystèmes et où, bien sûr, le contexte, la question du changement climatique, prend une part importante. Il y a de nombreux documents, et rapports, que vous pouvez éventuellement utiliser. Merci et je suis prête à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Madame Chouine, pour cette présentation très, très intéressante. Je vois déjà que nous avons un certain nombre de questions qui sont posées, dans le box Q&R. Encore une fois, on vous invite tous, à poser vos questions, dans cet onglet prévu. Comme ça a été mentionné, vous pouvez aussi voter pour les questions, que vous souhaitez, mettre en priorité en faisant clic sur le petit pouce, présent en bas de chaque question. Donc voilà, je laisse la parole maintenant à Simon qui va modérer cette deuxième partie de questions-réponses. Oui, merci beaucoup Isabelle pour cette conférence vraiment intéressante. Alors, je vais essayer de retranscrire un peu vos questions que vous avez mises sur le chat. Par avant, je m'excuse qu'il y a beaucoup de questions et on n'a qu'une demi-heure, donc je ne vais peut-être pas pouvoir tout traiter. Mais voilà, sachez que déjà d'une part, toute cette conférence est enregistrée et va être mise en ligne sur notre site internet ainsi que sur notre page YouTube et sur la newsletter qu'on va vous envoyer. Donc, si vous avez raté un petit moment, vous inquiétez pas, vous aurez accès à tout ça en replay, comme on dit. Je vais essayer aussi de prendre du coup les questions qui ont le plus de likes, qui semblent être celles qui vous posent le plus de questions. Mais je vais commencer d'abord par juste des questions assez courtes de définition, je pense, pour clarifier quelques points qui ont été disséminés tout au long de cette conférence. Donc, et après, je prendrai des questions un peu plus conséquentes. Je retrouve mon petit fichier. Mais du coup, Isabelle, il y avait une question, en fait, tout au début de la présentation sur la courbe des conditions de température, des conditions de vie des espèces, et une personne veut savoir si c'était ça qu'on appelait la loi de Shefford. Alors, la courbe, donc la courbe de tolérance à la température? Il me semble, oui. Enfin, c'était tout au début dans les premières slides, et en fait, je voulais savoir si c'était effectivement ce qu'on appelait la loi de Shefford. Alors, ben, moi, je l'appelle pas comme ça. Dans les publications scientifiques, ouais, il faut que que je regarde parce que j'ai pas voilà, je l'ai jamais vu appelé comme ça, mais je vais la noter et vérifier ça. Ok. Ensuite, il y a quelqu'un qui voulait une définition assez simple de biome. Qu'est-ce qu'on entend par biome? Alors, un biome, c'est un ensemble de, comment dire? C'est pas facile, pas forcément facile à définir, mais c'est un ensemble d'espèces qui constituent un écosystème. En fait, les biomes sont associés vraiment aux grandes zones climatiques. Donc, un biome, ça va être par exemple la toundra, la taïga. Donc, c'est vraiment des grands ensembles à la fois, donc qui correspondent à une entité aussi géographique. C'est vraiment ce qui caractérise le lien entre climat et être vivant. C'est-à-dire, dans un biome, on va retrouver un ensemble d'espèces qui vont être qui vont être capables de vivre dans des conditions climatiques données. Voilà, donc c'est comme ça Ok. que je définis un biome. D'accord, merci. Ensuite, il y a une question assez simple, enfin, sur quand on parle de rétroaction, est-ce que on peut utiliser le terme rétroaction sans qualificatif ou est-ce qu'on est obligé de parler de rétroaction soit négative, soit positive?
Donc pareil, c'était en début de conférence. Oui, Ça, ouais. effectivement, la rétroaction peut être positive ou négative, tout à fait. Donc l'effet retour peut affecter négativement ou positivement l'autre entité, D'accord. parfaitement. Ensuite, il y avait une question sur qu'est-ce que c'est simplement la vélocité du climat? Alors, oui, il faudrait peut-être, je ne sais pas si je peux remontrer à l'écran Je pense le que graphique en question, mais je vais essayer vite fait. Voilà, donc je pense, voilà, c'est sur ce graphique-là que je montre la vélocité du climat. Et bon, c'est pas forcément très évident à comprendre et en plus, vous voyez sur, le graphique, la vélocité est différente entre les régions, donc flat area, donc les régions de plaine, des régions de montagne. En gros, et on pourrait illustrer par le fait que, sur un certain pas de temps, les conditions climatiques, par exemple, qu'on a actuellement à Montpellier, eh bien, on va les retrouver, dans 20 ans, dans 30 ans, à Bordeaux. Donc, c'est le fait que, pour les mêmes conditions climatiques, enfin une condition climatique donnée, mettons une température, moyenne annuelle de, 15 degrés, eh bien, l'isotherme 15 degrés, eh bien, elle va se déplacer dans l'espace puisque, l'ensemble du climat va se réchauffer. Et bien sûr, la vélocité en fait, elle est plus rapide, dans les zones de montagne que les zones de plaine parce que comment dire? Le gradient thermique est beaucoup plus fort dans les zones de montagne. Pour un 0 ouais, en 100 kilomètres, par exemple, en 100 kilomètres, de déplacement vers le nord, vous prenez à peu près 0,6 °C et vous prendrez 0,6 °C pour un déplacement de 100 mètres en altitude, si je ne me d'accord. trompe pas. OK. Alors on continue avec, un point de définition, mais en fait qui découle sur pas mal de questions qui, sont liées à l'adaptation à la migration. En fait, pas mal de personnes se demandaient ce qu'on entend par des flux de gènes assistés et notamment est-ce que ça implique, des modifications génétiques, type OGM? Alors non, alors ce que les migrations assistées dont j'ai parlé, Mmh. elles concernent essentiellement en fait on pourrait considérer que ce sont des déplacements de population. Donc par exemple, en ce qui concerne la forêt, l'ONF a commencé à faire des expérimentations donc de migration assistée, c'est-à-dire tout simplement on emmène, on va planter en fait des graines, d'une espèce, heu, au-delà de son aire de répartition actuelle, en se disant qu'on va aider en fait l'espèce à coloniser les nouveaux territoires qui vont s'offrir à elle, vers le nord. Donc ce sont voilà, on on apporte l'espèce là où elle n'est pas encore, et où elle va en fait, où on pense qu'elle va être, elle devrait être bientôt, pour accélérer en fait le processus de colonisation. Mais la migration assistée, ça peut être aussi une migration de propagules sous forme de pollen, hem, et non plus de graines. Donc, là, c'est par exemple, échantillonner du pollen dans une population du sud et venir, polliniser, avec ce pollen des populations du nord pour que les gènes de ces populations du sud viennent se brasser avec, les gènes dans les populations du nord et aider du coup, enfin, par le biais de la sélection après, la sélection, naturelle, hem, accélérer en fait la sélection naturelle puisqu'on aura dans ces populations du nord déjà les gènes préadaptés aux nouvelles conditions climatiques. D'accord, donc en fait, il y a pas d'implication, parce qu'il y a quelques questions quand même là-dessus. Il y a pas d'implication, de modification génétique ou de sélection? Non, dans le concept de migration assistée, non.
D'accord. Et du coup, il y a une question qui va un peu dans ce sens-là aussi, qui se demande, est-ce qu'on ne va pas se heurter, dans le cadre de la migration assistée, à une course à l'acquisition des connaissances sur les potentielles conséquences des migrations? À savoir, est-ce que justement, le fait d'implanter dans un territoire des nouvelles allèles va pas engendrer d'autres conséquences, comme on a pu le voir sur d'autres types d'implantations, quoi? Oui, bon, ce sont effectivement alors ce qu'il faut comprendre quand même, dans le contexte là du changement climatique, c'est qu'on n'a pas toutes les réponses et qu'on est obligé d'expérimenter, sans avoir les réponses, à toutes nos questions. Donc, effectivement, ça c'est des questions qu'on se pose, hein, et on est on est très prudent quand on fait ce genre quand on fait la migration assistée. Ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, nos connaissances et les modèles que l'on peut développer suggèrent que le bénéfice sera beaucoup plus fort que les éventuels inconvénients à faire cela. Et donc, il y a des travaux en cours sur ces questions. Mais voilà, on manque, enfin la science manque cruellement de temps pour répondre aux questions parce que le changement là va un peu trop vite pour le temps, pas de temps de la science, quoi, de la recherche. OK, donc c'est une belle transition sur, des questions là qui ont beaucoup de votes, justement sur, du coup la question de base c'est, est-ce que, tac tac, je reprends. Est-ce que en fait les espèces ne peuvent pas s'adapter elles-mêmes aux différents types d'agressions, typiquement comme, des agressions, alors là ici de Tchernobyl, mais justement des agressions liées aux événements extrêmes ou au changement climatique? Et est-ce que ça pourrait pas venir en fait de variabilité individuelle dans les espèces? Si, tout à fait. Donc c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, mais voilà, j'ai j'ai dû faire très rapide pour chacun des points. Sur, les dernières diapositives où j'ai parlé de l'évolution génétique. Donc, oui, par le biais de la sélection naturelle, enfin la sélection naturelle sélectionne, bon, ce qu'elle va faire là, c'est qu'elle est en train de sélectionner les gènes qui permettent, aux individus d'être plus performants dans les nouvelles conditions, nouvelles conditions. Donc oui, elles sont capables de s'adapter, mais pas toujours non plus. C'est-à-dire, comme j'ai expliqué, en fait, la sélection naturelle, ça prend du temps et encore une fois, on est confronté à un problème de temps où le changement climatique est beaucoup trop rapide, pour certaines espèces, pour qu'elles s'adaptent génétiquement. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple très simple, qui va peut-être marquer les esprits, c'est, le moustique. C'est une espèce qui a un temps de génération très, très court, il fait plusieurs générations par an. Il s'adapte quasi instantanément au changement climatique. Le chêne, eh bien, le chêne, on sait que, en moyenne, il a toujours à peu près 100 ans de retard, sur, les conditions climatiques, dans lesquelles il vit. Parce que son temps de génération est très long. Et bon, il y a la question des temps de génération et il y a la question aussi des tailles de population et de la diversité génétique présente au sein de ces populations. Et comme beaucoup d'espèces ont été, comment dire, sont dans des états, qui ne sont pas favorables à une rapide évolution parce que leurs tailles de population sont petites, leur diversité génétique est petite, parce qu'on a dégradé leur habitat, parce qu'on les a tout simplement chassés, eh bien, ces espèces-là ne vont pas pouvoir s'adapter suffisamment vite. C'est pour ça aussi que les solutions fondées sur la nature sont intéressantes parce que elles visent justement en restaurant les habitats, à augmenter ces tailles de population, à augmenter la diversité génétique dans les populations, donc aider cette évolution génétique. D'accord, merci. Alors je vais passer à des questions peut-être plus sur, comment parler aux élèves directement. Donc notamment la question des espèces invasives. Alors j'ai une question, comment aborder avec nos élèves la question des espèces invasives dans un contexte de changement climatique? Et si vous avez des références, accessibles sur la question,
Oui, spécifiquement. alors je ne pourrais pas vous citer là d'emblée des références, mais je pourrais les transmettre pour qu'elles soient sur le site ensuite. Euh, alors déjà, on ne dit pas espèce invasive, on dit espèce envahissante. Ok. L'invasive est en français est un terme médical et en fait c'est un anglicisme quand on l'emploie dans ce sens-là. Donc alors les espèces envahissantes, en fait, je dirais que c'est dans le contexte du changement climatique, il n'y a pas forcément plus de choses à en dire que hors contexte changement climatique. C'est-à-dire que les espèces envahissantes sont un problème de changement lié aux changements globaux, lié au fait que l'homme, de façon involontaire ou pas, déplace une espèce de son aire d'origine et à cause de cela, en fait, la envahissante tout simplement parce que cette espèce, dans son nouvel environnement, n'a plus le cortège d'espèces avec lesquelles elle vivait et qui étaient soit des prédateurs ou des parasites et donc qui limitaient en fait la croissance des tailles de population. Voilà, donc par rapport au changement climatique, enfin, et en tout cas, j'ai pas d'exemple. Parce que, ah oui, par contre, par contre, la chose, oui, là où on rejoint la question du changement climatique, c'est que, donc, on a vu là que beaucoup d'espèces étaient en train de, de- de remonter vers les pôles, remonter en altitude. Et par exemple, en Méditerranée, on a maintenant des espèces qui viennent de mer Rouge et qui arrivent voilà, à s'implanter en Méditerranée, à survivre, à se reproduire. Donc, est-ce que ce sont des espèces envahissantes? Non, pas forcément. Donc, il y a cette relation quand même entre invasion et changement climatique liée au fait que les espèces bougent, mais elles sont pas, ça leur confère pas forcément un caractère envahissant, quoi. Voilà. Hmm. Enfin, ça a distingué en fait une espèce qui a migré finalement, une espèce qui est envahissante. Oui. J'ai une autre question sur les élèves s'interrogent sur le fait de chiffrer les services écosystémiques. Comment fait-on? C'est la question. Ben, ça, c'est les économistes hein, qui font ça, pas les écologues. Je ne pourrais pas vous répondre. Il faudrait lire le rapport Chevassus-Louis pour creuser la question, puisque c'est ce rapport qu'on a fait les premières évaluations, donc de chiffrer en fait les services écosystémiques. Alors, on dit plus services écosystémiques, maintenant on préfère parler de contribution de la nature pour l'homme. Justement parce que enfin, bon, il y a toute une communauté de chercheurs qui refusent de, de- de limiter cette vision de la nature à une vision économique, et parce qu'il y a plein de services, services, de contributions de la nature qui ne sont pas chiffrables. Euh, mais voilà, bon, je ne peux pas répondre à cette question, malheureusement. Je suis Pas de désolée. souci. Alors, il y avait une question aussi. Comment... Ah oui, un peu plus sur en fait la gestion, la biologie de la conservation. Comment l'homme peut-il favoriser l'augmentation de la taille d'une population ou encore augmenter la diversité génétique au sein d'une population? Donc, j'imagine aussi dans le cadre de la lutte contre le changement climatique ou de l'adaptation des espèces. Et a-t-on des exemples concrets qu'on pourrait présenter aux élèves? Euh, augmenter les tailles de population. Augmenter les tailles de population, donc la diversité génétique, je vais commencer par ça. En fait, c'est la question surtout de la migration assistée, donc migration de propagules, de graines ou de pollen, donc en venant enrichir, on va dire, une population avec du coup des gènes d'une autre population. C'est comme ça
comme ça qu'on fait. Et augmenter les tailles de population, mais c'est en préservant, en réhabilitant les habitats dans lesquels vivent les espèces qu'on peut y arriver. Donc, puisque voilà, les autres pressions anthropiques que le changement climatique, qui restent actuellement en premier lieu la destruction des habitats, la dégradation des habitats, là-dessus, je pense qu'on peut faire d'énormes progrès. Des études qui... Alors c'est pas du tout ma partie, tout ce qui est biologie de la conservation, voilà, c'est ce qu'elle voilà, c'est ce qu'elle fait justement, c'est d'étudier et de tester en fait des mesures qui permettent d'arriver à cela, soit pour sauver des espèces en voie d'extinction, soit ou des espèces qui sont menacées. Il faudrait que je cherche un peu des articles qui pourraient être utilisés pour présenter ça aux élèves. Il faut me le noter quelque part. Ouais, bah, de toute façon, je ferai un bilan un peu des questions aussi, notamment des questions que j'ai pas pu traiter, que je pourrais vous envoyer et on enverra l'échange ensuite aux participants. Alors, j'ai une question qui revient assez souvent dans ce type de séminaire, de webinaire aussi, et je vais vous la poser. Donc, du coup, ces sujets sont très anxiogènes pour les élèves et génèrent des questions de fond et de projection positive. Comment gérer cet aspect de relation pédagogique aux élèves? En gros, la question, c'est plutôt voilà, comment aborder des questions anxiogènes telles que le lien entre biodiversité et climat avec les élèves et potentiellement justement aller vers des projections positives. Alors, c'est une bonne question. Moi, voilà, il faudrait poser la question à un psychologue, je pense, mais justement, je pense qu'il faut leur montrer qu'il y a il y a des solutions et que, alors bien sûr, donc l'atténuation, toute la problématique de l'atténuation, je pense que les élèves, les adolescents sont, enfin, j'imagine, je ne sais pas, mais assez au courant de comment on peut faire pour limiter la production de gaz à effet de serre. Et ensuite, je pense que vraiment parler de ces solutions fondées sur la nature qui sont des solutions vraiment gagnant-gagnant, je pense à tous les niveaux. C'est des solutions qui sont pas très coûteuses à mettre en place. Je pense que voilà, c'est leur montrer que vraiment il y a des solutions qui sont à notre portée et qu'on peut y arriver. Il faut peut-être insister un peu plus là-dessus, quoi, sur cette partie solution possible, adaptation possible, et parce que de toute façon, c'est aussi eux qui vont décider demain en tout cas qui vont devenir, qui sont citoyens et voteront pour les politiques environnementales qu'ils souhaiteront. Donc voilà, leur montrer qu'il y a des solutions et qu'elles ne sont pas si difficiles à mettre en œuvre. Alors, je vais continuer un peu dans cette question un peu éthique. Il y a une question en fait qui demande est-ce que c'est pas vouloir lutter finalement contre un ennemi invisible, pardon, de vouloir à tout prix maintenir des espèces dans leur habitat actuel, donc vis-à-vis des migrations climatiques. Et est-ce qu'en fait, ce serait pas aussi de faire accepter qu'il faut changer les espèces via la migration assistée ou tout naturellement, en fait, les espèces qui nous environnent vont de facto changer et finalement, ça revient à parler du deuil de cet environnement qu'on connaît, Ouais. quoi. Oui, oui, je suis d'accord. On ne pourra pas, je veux dire, les zones rouges que je vous montrais là, sur la carte, par exemple pour le hêtre, c'est impossible de maintenir, ce sera impossible de maintenir cette espèce là où elle est vouée à disparaître. Je pense aussi, donc oui, il faut accepter et aussi voilà, réaliser que même si
on peut stopper nos émissions de gaz à effet de serre et ralentir le changement climatique, voire le stopper, et qu'on a des solutions, enfin quelques solutions aussi pour s'adapter, il faut aussi réaliser que oui, on va perdre des choses. Nos paysages ne seront plus les mêmes. Nous ne cultiverons plus les mêmes choses, nous fabriquerons plus les mêmes vins. Oui, ça, il faut en être conscient. Donc ça, c'était plutôt pour les questions qui étaient directement liées à comment finalement parler tout ça aux lycéens. Je vais faire quelques questions qui ouvrent un peu le champ, notamment, est-ce que vous auriez des exemples et des projections dans les océans? Donc ça, il y a aussi une question pour la partie plutôt liée à l'océan. Des projections, alors ça dépend en quel genre de projection, mais par exemple, pour ce qui est de la répartition des espèces, en fait, c'est assez similaire à ce qu'on voit sur la Terre. Donc, on voit déjà que les espèces remontent vers les pôles, et les projections des modèles que l'on peut faire dans le domaine marin montrent les mêmes tendances que ce que l'on voit sur le terrestre. Donc c'est à peu près semblable. Dans le monde marin, on a aussi des organismes qui sont très mobiles, donc ils vont pouvoir, par contre, eux, migrer et suivre leur optimum climatique, et puis d'autres, par contre, qui sont fixés, hein, donc ils vont avoir le même problème que les plantes ont sur Terre. C'est assez, je dirais, similaire. La situation est assez similaire, sauf peut-être vraiment dans l'océan profond, où là, les choses changent beaucoup moins vite qu'en surface. De ce que j'ai pu comprendre dans les derniers travaux qui sont sortis, apparemment, l'océan profond se découple davantage de l'océan superficiel que ce qu'on pensait. Donc les conditions dans l'océan profond changent beaucoup moins rapidement. Donc, mais l'océan profond, on est loin quand même de pouvoir. Déjà, on ne connaît pas toute la biodiversité qu'elle renferme, et on serait bien en peine, je pense, de prévoir quelque chose pour ces organismes-là. Ouais. Alors, on va élargir un peu et quitter potentiellement le lien climat-biodiversité, mais finalement, il y a des questions sur quels sont les autres quelles sont les autres causes de perte de biodiversité. Donc là, ici, par exemple, fragmentation des habitats, agriculture moderne. Il y a une question aussi de savoir les deux premières causes de perte de biodiversité. Alors, pardon, j'ai pas bien En fait, c'est de compris la question. savoir quelles sont les causes de perte de biodiversité au niveau mondial, donc hors changement climatique, mais finalement liées Eh bien, aux mêmes. c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure, la destruction des habitats, les prélèvements directs. En troisième position, le changement climatique. Et puis ensuite vient la pollution et les invasions biologiques. D'accord. Alors, je refais un peu le fil des questions, mais je pense qu'on a pas mal balayé les questions. N'hésitez pas à en reposer si vous en avez. Alors, il y a une question sur la reforestation. Est-ce que la reforestation massive pourrait permettre de limiter les conséquences du changement climatique? Donc, Oui, et après ça dépend de comment on gère la forêt et ce qu'on en fait. C'est-à-dire que, bien évidemment, si on augmente les surfaces de forêt, la forêt stocke durablement du carbone tant qu'on n'y touche pas. Donc oui, bien sûr, mais voilà, la forêt fait aussi vivre toute une filière économique. Donc en ce moment, il y a beaucoup de débats sur comment gérer au mieux la forêt demain pour répondre à tous les enjeux environnementaux auxquels on fait face aujourd'hui.
Alors, il y a une question, je reviens aussi sur comment on peut montrer tout ça aux élèves. Une question assez intéressante, est-ce que en fait, il y a des reconstitutions potentielles qui existent de végétation future? Alors là, la question, par exemple, en Normandie, qu'on pourrait en fait présenter aux élèves dans cette optique finalement de montrer que les changements vont arriver, quoi. Mmh, alors, à l'échelle d'un paysage complet, non, j'ai pas vu ça encore. Il faudrait, allier, donc des travaux de modélisation un peu comme ceux que j'ai montrés avec, de l'ingénierie, 3D, pour, représenter, des paysages comme ça qui vont changer. Je pense que c'est faisable. Je sais que, certains laboratoires ont déjà fait ça, par exemple, pour reconstituer, les environnements passés en Mhm. 3 dimensions. Mais malheureusement, non, on n'en est pas encore là, on n'en est pas encore là, du notre niveau de vulgarisation de ce sujet, je veux dire. Mm. C'est à créer. Donc il y a quelque chose à créer ici. Alors j'avais quelques questions. Alors j'ai une question. Jean-Marie Pelt aurait dit que on pourrait admettre que la petitesse des espèces se trouve dans la robustesse de la nature. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a pu dire Jean-Marie Pelt? La petitesse des espèces se trouve dans la robustesse de la nature. Je sais pas. Je me demande je sais pas, je me demande ce qu'il Oui. voulait dire, par là. Alors, il cite en exemple les bactéries. Enfin, en gros, Mmh. plus, Ah, plus t'as la plus on donc petite- plus on est petit, plus on est robuste. ouais. Mmh, est-ce que ça se vérifie? Bah, oui, si on, hem, peut-être que oui, je sais pas. Faudrait vérifier par les données, là, j'ai pas toutes les données. Ok. Alors, j'ai une question un peu voilà, sur les politiques et notamment, alors Gilbert Cochet apparemment propose de réensauvager l'Europe. Et donc, cette personne me demande votre avis sur ce genre de projet. Bah, oui, il y a beaucoup de débats actuellement sur, donner plus d'espace à la nature sauvage, y compris, en milieu urbain, c'est, bon, enfin, bon là, c'est une question, plus, enfin, auss j'allais dire, autant, on touche, je pense, plus vraiment à la science là, avec cette Ouais. question, mais, hem c'est vraiment des, voilà, des débats qui ont lieu actuellement, savoir, jusqu'à quel point on veut, enfin on veut et on peut, restaurer en fait la nature qu'on a dégradée déjà. C'est déjà, pour moi, c'est déjà la 1re chose à faire. Et après lui laisser plus de place, bon, là, j'avoue que les débats sont ouverts. Je ne pourrais pas répondre à cette question parce que, Mm. bah, il ne faut pas oublier aussi que l'homme, fait partie de cette nature et quel sacrifice il est prêt à faire, lui, pour laisser plus de place aux autres êtres vivants. C'est une question un peu philosophique, là, qui dépasse, clairement mes compétences. Pas de souci. Et je pense que c'est un peu les limites aussi de ces webinaires, c'est que on traite principalement les sujets scientifiques et les questions éthiques qui forcément dérivent et politiques dérivent de ces questions. On est bien en peine d'y répondre, mais après, ce qui est intéressant, c'est que ça ouvre aussi des questions avec les élèves, j'imagine. Mmh. Euh, alors, désolé, parce que je regarde en même temps les questions et voir ce que j'ai pu répondre. Alors, il y a encore des questions finalement sur l'adaptation et peut-être des exemples là pour le coup.
Alors, j'ai une question sur quelles espèces, végétales ou animales, observons-nous actuellement une plasticité adaptative et une évolution génétique en lien avec le changement climatique? Alors, dans les faits, je pense qu'il y en a beaucoup. Après, Ouais. celles qui ont pu être étudiées, bien, moi, il se trouve que j'ai étudié justement cette question de la plasticité adaptative chez les arbres forestiers. Mais là, aborder ces questions, je dois dire quand même, avec les élèves, un peu difficile, je pense, parce que c'est vraiment des notions pas faciles à appréhender et expliquer. Et les publications scientifiques sur le sujet sont un peu ardues, Mhm. je dois dire. Donc bon, mais par exemple, le chêne, donc on a étudié le chêne, le hêtre et le pin sylvestre, par exemple, ces 3 espèces, pour voir dans quelle mesure, la plasticité, alors là, on regardait spécifiquement, la plasticité des dates de débourrement, donc les dates de formation des nouvelles feuilles chez ces espèces, donc qui sont très dépendantes des conditions climatiques. Eh bien, on a vu que cette plasticité, donc le fait que ces dates changent d'une année sur l'autre ou d'une région à l'autre du fait des conditions climatiques qui sont différentes, eh bien, aidait ces espèces à s'adapter au changement climatique. Le chêne et le hêtre, mais le pin sylvestre, beaucoup moins. Parce que là, chez le pin sylvestre, dans nos régions, on atteint la limite de cette plasticité, notamment du fait du phénomène que j'ai évoqué tout à l'heure, qui était le problème de la sortie de dormance qui nécessitait un certain nombre de jours de froid, qui n'était plus atteint chez cette espèce et donc en fait, qui fait que cette espèce ne peut plus en fait produire d'aiguilles en l'occurrence. Voilà, donc ça, bon, mais ça c'est vraiment voilà, c'est assez difficile à expliquer. Et l'autre partie, pardon, j'ai oublié, il y avait plasticité et Alors, je retrouve la question, c'était évolution. génétique, oui. Ouais. Bon, là, j'avais évoqué le moustique. Mhm. Là, il y a plusieurs études là, sur le sujet, mais il y en a une que j'aime bien en général prendre. Bon, je n'ai pas eu le temps de la montrer aujourd'hui, mais sur le moustique en Amérique du Nord, une étude qui a montré que alors, il y a un caractère très adaptatif chez le moustique qui est l'entrée en diapause, donc c'est-à-dire la fin d'activité, donc qui a lieu à l'automne, avant l'arrivée des mauvaises conditions. Ce qui détermine cette entrée en diapause, c'est une photopériode, une durée du jour critique. Après, arrivé à une certaine durée du jour, il y a entrée en diapause. Et on a montré dans cette étude que la photopériode qui déclenchait cette entrée en diapause avait changé en assez peu de temps, en quelques années, chez cette espèce, et avait changé pour permettre aux moustiques de rentrer en diapause plus tard, parce que les conditions en fait, lui restaient favorables plus longtemps dans la saison. Donc, en rentrant en diapause plus tard, ça lui permettait éventuellement de refaire une nouvelle génération. Et voilà, donc c'est un très bon exemple d'évolution d'un caractère adaptatif chez une espèce qui a un temps de génération très court, donc pour laquelle la sélection est très efficace. Donc c'est pour ça que voilà, chez le moustique répond quasiment, s'adapte quasiment instantanément au changement climatique. Merci. Alors, j'ai retrouvé plein de questions là qui étaient. Alors, je ne sais pas où ça en est au niveau du temps. Gian, je ne sais pas si tu peux me dire combien de temps il nous reste. Alors, nous avons dépassé le temps, Ouais, mais je c'est vois bon. qu'on a encore un joli nombre de participants, donc je pense que l'intérêt est là. Euh, je ne sais pas si Madame Phil a encore du temps. On Ouais, c'est peut. bon de dire, Isabelle. Oui, j'ai encore quelques minutes. Ouais, parce qu'après, ce qu'on peut faire, c'est, comme je disais tout à l'heure, compiler aussi les questions et si vous voulez y répondre
par échange de mails et tout, et nous, on pourra transcrire ce document aux participants. Oui, avec plaisir. Et Tout à l'enrichir fait. aussi, parce qu'il y a des questions sur, voilà, par exemple, sur les modèles et des choses comme ça. J'avais une question que je pense on peut prendre. Prenons donc 5 dernières minutes de questions. Ouais. Super. Alors, ouais, est-ce que vous pourriez repréciser finalement les aspects intéressants liés au maintien et à la restauration des mangroves, qui semble être un exemple très pertinent? Alors, revenir sur, donc c'est-à-dire réexpliquer un peu le... Oui, peut-être de manière assez synthétique, mais en quoi, au regard de tout ça, les mangroves seraient finalement pour les élèves un exemple intéressant à retenir? Alors, bon, c'est... alors, moi, je trouve que c'est un exemple intéressant parce que clairement, la mangrove joue, enfin, contribue de multiples façons, nombreuses façons au bien-être humain. Donc, comme je l'ai dit, elle atténue, donc elle préserve la côte d'événements extrêmes, des tempêtes, donc des submersions marines. Elle, elle remonte aussi le niveau du sol par un phénomène d'accrétion, c'est-à-dire qu'en fait, avec l'arrivée des sédiments, et l'accumulation de la biomasse des racines, elle s'élève progressivement et élève progressivement ce sol. Enfin, elle construit un sol en fait qui s'épaissit au fil du temps. Elle stocke beaucoup de carbone, elle épure l'eau et elle est aussi un habitat d'une grande diversité de poissons qui est importante pour la pêche. Donc, je pense que ça donne un exemple d'un écosystème qui a été fortement dégradé, voire supprimé. Un écosystème qui pourtant rendait un grand nombre de services pour l'homme et pour plein d'êtres vivants. Et simplement restaurer la mangrove, qui consiste à simplement, c'est réimplanter, donc venir planter des espèces, quelques espèces qui forment ces mangroves, et les aider à pousser pour augmenter la surface de ces mangroves. Eh bien, on restaure en un seul coup plein de services. Donc c'est pour ça que je trouve intéressant, de la même manière que l'exemple sur les coraux est assez emblématique, où là, justement, au contraire, on voit que par quelques degrés d'augmentation de la température de l'eau, on fait effondrer tout un écosystème qui lui aussi rendait un grand nombre de services. Mais bon, je ne suis pas non plus spécialiste des solutions fondées sur la nature. Il en existe, selon les cas de figure, bien sûr, les contextes, il en existe de nombreuses et je ne peux que vous encourager à lire le rapport de l'UICN pour choisir les exemples qui vous paraîtront peut-être les plus pertinents ou les plus faciles à aborder avec les élèves. Alors, j'ai une question aussi sur un point de vocabulaire. On est bien d'accord que chaque fois que j'entends l'espèce s'adapte, on est sûr de la sélection naturelle d'individus porteurs de mutations aléatoires? Non, pas que, puisque le terme adaptation au sens large englobe aussi tout ce qui est acclimatation, plasticité et même en quelque sorte migration, même si c'est une adaptation par défaut, j'allais dire. Ouais. Mais sinon, l'adaptation la plus, on va dire, celle la plus durable à long terme, oui, c'est l'adaptation génétique et épigénétique. Alors là, c'est quelque chose que je n'ai pas évoqué, mais qui est assez nouveau aussi
dans les recherches, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il peut y avoir, tout ce qui est modulation de l'expression des gènes, en fait, par différentes choses, différents facteurs, peuvent permettre aux espèces de s'adapter même plus rapidement que par une évolution strictement des fréquences alléliques, quoi. Mais ça, c'est des travaux qui sont très récents, qui sont en cours et sur lesquels on ne peut pas encore dire beaucoup plus. D'accord. On va peut-être s'arrêter. Ouais, juste une dernière question que je trouve assez marrante. Pas marrante. Parce qu'on a beaucoup parlé des migrations finalement des espèces et tout. Et il y a Martine Lefebvre qui se demandait, mais qu'est-ce qui va rester dans le sud? C'est une très bonne question. Je me la pose moi-même, hein. Alors, là, on touche à un problème de connaissances scientifiques liées au fait que, alors, pour nous, Français, là où on va dire les dégâts, les changements risquent d'être les plus forts, les plus importants, c'est sur le pourtour méditerranéen. Et, malheureusement, les espèces qu'on trouve là sont des espèces, pour la plupart, qui sont justement en marge d'air. Le hêtre, hein, typiquement, le hêtre, vous allez le trouver encore en altitude, dans les Pyrénées, même dans les massifs montagneux en Espagne. Et donc voilà, ils sont en altitude. Et, malheureusement, au sud, du sud de la France, c'est la Méditerranée, et ensuite le Maghreb. Les espèces qu'on trouve en Afrique du Nord, eh bien, on les connaît très mal parce qu'on n'est pas allé les étudier. Alors, il y a quand même le cèdre, qui a fait l'objet d'études, notamment à l'INRA, et où on a implanté du cèdre déjà en France, justement, en perspective d'une espèce potentiellement intéressante pour du reboisement. Mais c'est, je pense, la seule espèce pour laquelle on a fait ce genre de travail. Donc, les espèces qu'on a après, c'est du pin d'Alep qui est déjà présent chez nous, qui lui aussi montre quelques signes d'affaiblissement, qui lui aussi, de toute façon, en Afrique du Nord, se retrouve plutôt dans les zones un peu montagneuses. Et globalement, si vous voulez, tout ce qui est végétation ligneuse, donc des arbres en Afrique du Nord, à part les espèces cultivées, sont davantage dans les massifs montagneux, et ce sont des espèces qui sont, qui ont une croissance qui n'est pas très, très, très forte parce qu'elles sont dans un environnement qui est très contraint. Donc, voilà, ces espèces-là, sans doute, qui pourront venir s'installer chez nous si on va les chercher, parce qu'il y a la Méditerranée à traverser. Voilà, c'est une véritable question auquel on manque de moyens on manque de réponses. Eh ben, je propose que sur cette note énigmatique, on clôt ce webinaire. Si ça te va, Gian. En tout cas, je vous remercie énormément pour la quantité et la qualité des questions. Et encore une fois, voilà, tous les documents seront disponibles sur notre site internet, par mail, en fait, sur la newsletter. Et alors, on va essayer, mais je ne suis pas sûr qu'on y arrivera, mais en tout cas, de compiler les questions et puis celles qui n'ont pas été répondues, de vous fournir des points de réponse. Merci aux participants et pour leurs remerciements que je vois apparaître dans le chat. Et bonne soirée à tous. Tout à fait. Merci à tous d'être
parmi nous ce soir. C'était vraiment très, très riche, très, très intéressant. Beaucoup de questions. Comme Simon l'a dit, dès demain, vous pourrez retrouver le replay, la newsletter avec d'autres ressources sur la biodiversité et on essaiera de prendre en compte toutes les questions qu'on n'a pas pu répondre et de vous adresser des réponses d'ici peu. Voilà. Merci beaucoup à tous encore une fois et on se voit ensemble dans un mois, le 5 mai, pour le prochain webinaire sur les océans avec Jean-Pierre Cathuzo. Une bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.